Mais on t'entend, on t'entend. C'est l'essentiel. Ah bon, vous ne voyez pas? C'est bizarre ça. Non, non. Mais moi, je te vois. Ah oui, Oui, on te voit. Ah, d'accord, ok, ça Si, marche. il n'y a pas de souci. D'accord. Ah, Patrick est là. Oui? Non, Patrick n'est pas là. Je sais pas. Ok, bon. Très bien, ok. Est-ce que ça enregistre ou pas? Je crois, oui. Oui, oui, ok, c'est bon. C'est bizarre, d'habitude, ça m'indique. Est-ce que ça a été hier? Ouais, ça a été tranquille. Oui. Oui, il y avait beaucoup de questions-réponses, mais bon, c'est normal, il y a beaucoup de choses à éclaircir. Ouais, c'est ce qu'il faut. Il ne faut surtout pas hésiter, hein. Si vous avez des questions, profitez-en, c'est la dernière. Normalement, c'est la dernière. Je pense qu'on n'en a pas besoin demain. Ok, et donc on avait vu les éclats de diamant, vous vous souvenez, ouais? Les éclats Oui. de diamant. Ah oui, Ouais. Donc c'était quoi les éclats de diamant? les éclats de diamant, c'est démontrer que les phénomènes sont comme une illusion. Ça veut dire comme, un reflet dans l'eau, comme les nuages. Ouais. Oui. Oui, oui. D'accord. Tu veux que je Oui. les récite tous? En fait, est-ce que il est question de tous les phénomènes ou d'une partie des phénomènes? Je crois que ça doit être une partie des phénomènes. Oui, ceux qui sont produits. Ok, ceux qui sont produits, ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Ok, très bien. Ok. Soi-même, d'autres. Comme une goutte d'eau, Oui. comme une goutte d'eau, hein, une goutte d'eau qui va s'évaporer comme un éclair et tout ça. Ouais. D'accord. Oui, Très bien. oui, oui, Ok, parce que je voulais ça. Marie, tu es poète ce matin. Non, 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 mais c'est parce que je ne comprenais pas avant qu'est-ce que c'est que l'éclat de diamant. Ok. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, ah ben oui, on les récite souvent même. Tu sais, le matin, quand on récite pour le lamring, Oui. il y a les éclats de diamant dedans. Il y a un verset Ok. sur les prières de l'ordre des enseignements. Sur D'accord. du Bouddha Shakyamuni. Très bien. Ok. Et donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est pourquoi on les appelle des éclats de diamant d'ailleurs? C'est parce que c'est extrêmement difficile à trancher le diamant. Ouais. Ça va, Dominique? Je te vois pas. Tu peux venir plus près si tu veux, hein. Ça marche. Comme ça, je ne vois pas tes sourcils froncés. Je ne sais pas si je dois ralentir ou pas. Et donc, on les appelle les éclats de diamant parce que c'est difficile à trancher le diamant. Vous êtes d'accord, ouais. Mais eux, par contre, ils peuvent trancher facilement, ouais. Donc, ils peuvent trancher les vues fausses, ouais. Très bien, les vues fausses par rapport à la production. Vous êtes d'accord? Ouais, ok. Très bien. Donc, si à la production, soit c'est sans cause, soit c'est avec des causes. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas 36 000 possibilités. Si c'est des causes, c'est soit soi-même, soit autre, soit les deux. Vous êtes d'accord? Ok, très bien. Donc ça, on l'a vu hier. Vous êtes d'accord? Donc, c'est facile. Ensuite, les quatre extrêmes qu'on retrouve bien sûr là aussi, dans ce chapitre 1 du traité du milieu, mais aussi dans d'autres chapitres, hein. Là, ce sont juste quelques citations qui sont extraites, mais il y a plusieurs occurrences dans lesquelles on retrouve Raja Nagarjuna qui parle de ces quatre extrêmes. Ouais. Par exemple, dans le 4e chapitre, ouais, quand il parle des formes, enfin, il parle des agrégats, mais il parle en particulier des formes, il dit « Quel besoin a-t-on de cause pour une forme qui existe ?» par exemple. Et quel besoin a-t-on de cause pour une forme qui n'existe pas? Ouais, donc c'est un peu le même système. Ok, donc ça, on l'a vu, ça. Ouais, très bien. Ça, vous avez tous compris, ouais. Les extrêmes, si quelque chose existe de manière inhérente, ça n'a pas besoin de parce que ça existe. Et ça, en plus, ça existe déjà. Et en plus, ça existe de manière inhérente. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Et si c'est non existant, mais si cette non-existence est inhérente, c'est pareil. Les causes ne servent à rien. Vous êtes d'accord? Ouais. Et à la fois existant et non existant, ça, c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'aucun Madhyamika n'accepte cela. Ouais, c'est ce qu'on avait vu hier. Il peut y avoir des différents niveaux, ouais, vous êtes d'accord? Par exemple, quelque chose existe conventionnellement, mais n'existe pas de manière ultime. Ouais. Donc ça va.
Et ni existant ni non existant, on pourrait dire que ultimement, ça joue. Il n'y a rien qui existe ultimement et ce n'est pas non existant ultimement non plus. Ouais. Donc, ultimement, on pourrait dire en effet le 2D, ça pourrait jouer. Si on parle au sens ultime, il n'y a ni existence ni non-existence ultimement, vous êtes d'accord? Mais là, on parle au sens conventionnel. Comment est-ce qu'au sens conventionnel, il pourrait y avoir ni l'existence ni la non-existence? Ouais, ça ne sert à rien de parler de ça. Ouais. OK. Et les 4 alternatives. OK. Donc ça, on avait vu aussi. On avait vu que c'était Acharya Gnanagarbha qui parle de ça. Et donc, il parle d'une production ultime ou véritable qui n'est pas possible. Ouais. Pour une cause engendrant un effet, plusieurs causes engendrant un effet, une cause engendrant plusieurs effets ou plusieurs causes engendrant plusieurs effets. Ouais, ouais, c'est facile. On l'a vu hier aussi. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, donc, conventionnellement, si on ne mettait pas ultime, est-ce qu'on pourrait réfuter si on ne mettait pas ultime, hein, aucune production ultime, vous voulez que je mette plus de... Voilà. Voilà. Si on ne mettait pas ultime, aucune production n'est possible, donc on enlève ultime, par une cause engendrant un effet. Est-ce qu'on pourrait réfuter ça? Non. Non. Par exemple? Ben, une cause engendre un effet. Oui, et par exemple? Par exemple, la graine engendre la pousse, par Voilà, exemple. par exemple, la graine engendre la pousse. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Ah oui, mais moi, je suis d'accord puisque je l'ai donné. Oui, une mère qui engendre un enfant, pourquoi pas? Ok, d'une manière superficielle, on peut dire ça en effet. Très bien. Et plusieurs causes qui engendrent un effet. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Le soleil, le vent, la pluie. Par exemple, vous avez une pousse de blé qui pousse, non seulement parce qu'il y a la graine, mais il y a les conditions coopérantes. Vous êtes d'accord? Donc, il y a plusieurs causes Oui. qui engendrent cette pousse. Vous êtes d'accord? Mm. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ouais, je vous supplie de ne pas être d'accord pour qu'on puisse débattre. Mais si on est d'accord, parce On qu'il est faut des d'accord. conditions extérieures pour que ça puisse pousser. Oui, exactement. Je ne sais pas si Gilles a pris en compte qu'on avait classe aujourd'hui. J'ai oublié de... Je pense qu'on l'avait dit hier, non? Ouais, ok. Mais oui, Oui. on a classe aujourd'hui. Très bien. Très bien. Donc, plusieurs causes engendrent un effet, on est d'accord. On sait Oui. que pour avoir un effet, on peut avoir des causes substantielles, des causes coopérantes, etc. C'est d'accord. Mhm. OK. Et une cause peut engendrer plusieurs effets, par exemple. Le Oui. karma. Le karma, on en a parlé hier. Ouais, on a dit un karma qui est accumulé peut engendrer plusieurs renaissances. Ouais. Mm. Mm. Mhm. Ou plusieurs effets, dans le sens, un effet de pleine maturation, un effet concordance à cause, un effet environnemental, etc. Ouais. Mm. Non? Ouais. Non? Mhm. Alors, un karma peut engendrer plusieurs effets parce que il peut donner son fruit principal, qui est un fruit de pleine maturation, mais il peut aussi engendrer des D'environnement. environnements spécifiques, etc., etc. Ouais. Ouais. Ça veut dire que il y a aussi, au niveau des différentes renaissances que ça peut engendrer, il y a différents points de vue. Par exemple, un karma peut engendrer une renaissance, un karma vertueux. Un karma vertueux engendre quel type de renaissance? Vertueuse. Supérieure. Exactement. Supérieure. Ouais. Une renaissance supérieure. Et au cours de cette renaissance supérieure, par exemple, que nous avons nous, on peut à nouveau accumuler un autre karma vertueux qui va à nouveau engendrer un nouveau karma, une autre renaissance, etc., etc. Oui, oui. Mm. Exactement, avec la même action. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Ouais. OK. Ouais. Très bien. Et plusieurs karmas peuvent engendrer aussi plusieurs résultats. Ouais. Donc ça, c'est plus facile à accepter, en effet. Donc ça, c'est quand même assez facilement compréhensible. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. OK. Mm. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être une cause qui engendre plusieurs effets. Par exemple, on peut dire, voilà, voilà. Ça, c'est les fruits environnementaux, exactement. Oui, tout à fait. Oui. C'est les fruits environnementaux, ouais. D'un même karma, exactement. Oui,
Il y a des stades, ça veut dire qu'il y a les voies karmiques complètes et il y a les voies karmiques qui ne sont pas complètes. Ouais, ça veut dire que pour qu'une voie karmique soit complète, ça vous l'avez vu en première année. Ok, très bien. Une voie karmique complète, il faut combien d'ingrédients? Motivation, action, Oui. aucun regret, Oui. Ne pas se tromper de cible. ne pas se tromper. Oui. Très bien. Donc, il faut d'abord un objet. Ouais, il faut d'abord un objet. Si vous voulez aider quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un à aider. Ouais, ok. Donc, il faut un objet. Ensuite, il faut une attitude, on peut dire l'attitude. Absolument. L'attitude générale avec Motivation. laquelle on va aider cette personne. Mm. Et donc, cette attitude, elle est composée de plusieurs instances. Ouais, il y a plusieurs morceaux dedans. Il y a l'identification. Mhm. Donc, on veut aider cette personne et pas telle autre, pas Mhm. pas son frère jumeau, par exemple. Et il y a aussi, donc, là, il y a l'identification, il y a l'intention. Il faut l'intention de le faire. Si on n'a pas l'intention de le faire, mais qu'on le fait quand même parce qu'on est obligé, ce n'est pas une voie karmique complète. Il faut l'intention. Ouais. Et quand c'est un karma malsain, il faut une affliction en particulier. Ouais. Il faut la colère, la haine, etc. etc. Ouais. Mm. Ok, donc ça, c'est pour l'intention. Exactement. Tout à fait. Si c'est par accident, c'est pas complet parce que c'est pas voulu. Ouais. Mm. Très bien. Exactement. Et il ne faut pas mourir avant la personne qu'on veut tuer également. Voilà, si c'est pour l'acte de prendre la vie, exactement. Donc, il y a le fait de poser l'acte lui-même, ça veut dire bah, réunir, si on veut aider quelqu'un, bah, on réfléchit comment on va le faire, et puis on l'aide de manière effective. Et il y a la conclusion de l'acte. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que la personne est aidée. Ouais. OK. Donc, si c'est vertueux, bien sûr. Et si c'est non vertueux, il y a aussi d'autres conditions qui peuvent être là. Ouais. Et donc, si on... il n'y a que le Bouddha. Il n'y a que le Bouddha qui est omniscient qui peut voir ça. Oui. C'est toujours mélangé. C'est toujours un mix. C'est toujours un mix. C'est toujours, il est rare d'ailleurs qu'on ait des karmas vertueux, enfin des voies karmiques vertueuses totalement complètes. Parce que la plupart du temps, on est un peu distrait, on veut aider quelqu'un, mais est-ce qu'on a toujours une bonne motivation, etc. Et par contre, quand on veut faire mal, en général, on est plutôt prudent. On fait attention. on, est... on est assez attentif et tout ça. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, on est dans les mondes inférieurs. Mm. Et c'est très difficile de remettre dans les mondes supérieurs. Ouais, que les mondes supérieurs, c'est comme la gare de l'Avor en dimanche soir. Et c'est un phénomène très caché. Hein. Les rouages subtils du karma, c'est un phénomène très caché. Donc, on a besoin de se fier à une autorité valide. Et donc, il faut déterminer que le Bouddha, déjà, que l'omniscience existe et que le Bouddha est omniscient. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de raisonnement. C'est très difficile. Donc, sinon, c'est qu'un acte de foi. Dire, ah oui, le karma, j'ai lu ça sur Facebook ou tout ça, donc le karma existe. Ok. Exactement. Tout à fait. Il y a beaucoup plus d'animaux que d'êtres humains. Hein. Ça veut dire que, ouais, en effet, les renaissances inférieures, pas inférieures dans le sens moral, mais dans le sens où il y a plus de souffrance, sont plus nombreux. Et du point de vue de Kamalashila, par exemple, les êtres humains les animaux ont une renaissance inférieure au Preta. Parce que c'est beaucoup plus difficile de se sortir de l'existence animale que de l'existence des Pretas. Ouais, du point de vue de l'ignorance. Ouais. Pas du point de vue des souffrances, mais du point de vue de l'ignorance. C'est plus difficile de s'en sortir. C'est pour ça que parfois c'est inversé, les Pretas et les animaux. Ouais. Les Nagas, c'est un type d'animal, on pourrait dire. Ils sont classifiés chez les animaux. C'est bizarre. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue? Ouais, ces différents types de raisonnement. Ok, l'interdépendance, là, on l'a vu aussi. Ouais, on a vu aussi qu'il y avait la production dépendante. De manière littérale, ça veut dire qu'une table, elle dépend de toutes ces causes et conditions. Vous êtes d'accord? Mm. Le menuisier, le bois, les vis, etc., etc. Et elle dépend aussi de ses parties constituantes. Ouais. Mm. Donc, les causes de la table préexistent à la table. Vous êtes d'accord? Il y a nécessairement la cause qui vient avant l'effet. Par contre, les parties de la table ne préexistent pas à la table. Oui. Elle coexiste à la table. Vous n'avez pas les parties avant et la table après. Ouais, mais ça, c'est très important. Que la relation causale, c'est une relation, en effet, de ceci est issu de cela, littéralement.
Et la relation du tout par rapport à ces parties, c'est une relation d'essence, de nature, parce que ça coexiste. OK. Et il y a la désignation en termes, il y a l'existence dépendante en termes de désignation dépendante. Donc ça, on en avait parlé, vous vous souvenez? On parlait du tout par rapport aux parties, on parlait du vélo d'Hendrick. OK, donc des exemples comme ça. Par exemple, on avait vu, vous vous baladez dans la nature et vous voyez des jolies pierres qui sont un peu cubiques et tout ça. Vous dites, ah, c'est joli, c'est parsemé comme ça dans la nature. Et après, vous voyez une ruine. Après, vous voyez une ruine et vous dites, ah, mais ce n'était pas des pierres, c'était des parties de la maison. Donc, ça veut dire que sans avoir à l'esprit le tout, on n'a pas à l'esprit les parties. Et inversement. Donc, ça veut dire que c'est une désignation dépendante. OK. Très bien. Donc, ni un ni différent, ça, on le retrouve. On en avait beaucoup parlé. OK. Donc là, c'est une unité en soi et une différence en soi. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper. Par exemple, je vous ai conseillé Stance du milieu par excellence de Guy Bugeaud, parce que c'est un très bon sens. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug. On n'a plus rien, plus de son. Plus d'image. Et on ne peut pas le signaler. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ah, il y avait une connexion instable. OK. Vous m'entendez? Oui, C'est bon. c'est revenu. Ouais. Très bien. Donc, c'est vers le chapitre 10, le feu et les combustibles, qui est très important, où Guy Bugeaud dit, en effet, Arya Nagarjuna parle au sens ultime. Mais dès le départ, Arya Nagarjuna parle au sens ultime. C'est-à-dire qu'elle recherche, si les phénomènes existaient exactement de la façon dont ils nous apparaissent, quelles seraient les conséquences. Et donc, ils nous apparaissent comment, les phénomènes? Comme existant de manière inhérente. Exactement, tout à fait. Oui, toutes les consciences, même mentales. Oui, exactement. Alors, on peut la saisir ou non, mais elle apparaît de toute façon comme si elle existait de manière inhérente. Oui. Oui, exactement. Tout à fait. Exactement. Non seulement l'entité même de la musique, mais aussi ses caractéristiques. Exactement, il y a une différence fondamentale entre saisie et apparence. Sympa, la musique sympa. Il y a l'apparence et il y a ou pas. Il y a l'apparence et la saisie. Ça veut dire que par exemple, vous voyez quelqu'un, OK, vous voyez quelqu'un qui se balade dans une pièce, voilà, quelqu'un qui marche. OK, vous ne connaissez pas cette personne. Très bien. Ensuite, vous parlez à quelqu'un qui vous dit « Ah, mais cette personne a sauvé des vies. Cette personne travaille dans une ONG ou cette personne, etc. C'est un grand chirurgien qui a sauvé des vies, qui a fait des transplantations cardiaques, etc. » Cette même personne repasse dans la pièce. Vous avez une identification différente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une simple apparence de quelqu'un qui passe. Vous saisissez quelque chose par rapport à ces milieux. Donc, ça peut être le contraire. Des fois, dans des réunions à Noël, etc., des fois, c'est le contraire. C'est « Oh, cette personne… » elle est horrible, etc. Et donc, ça fonctionne pareil. Vous ne voyez plus simplement la personne. Vous saisissez quelque chose. Personne horrible. Exactement. Donc là, c'est un exemple pour montrer qu'en effet, il y a l'apparence et la saisie. C'est juste un exemple, en fait. Mais… Alors, en effet, l'apparence, de toute façon, la personne, elle semble exister de son propre côté. Et donc, après, quand on saisit cette personne comme étant super ou comme étant horrible, on va la saisir comme si elle était super en soi ou horrible en soi, de toute façon. Et le moi n'est pas permanent. On est d'accord, le soi. Oui, c'est une très bonne remarque, en effet. Donc, cette citation-là, si le moi n'était autre que les agrégats, donc s'il était un avec les agrégats, si c'était exactement la même chose que les agrégats, il serait sujet à naissance et destruction. Donc, on est d'accord pour dire que le moi est impermanent, donc il change, donc il naît, il demeure et il cesse. Vous êtes d'accord? OK. Donc, c'est pour ça qu'il y a une difficulté là. Il y a une difficulté là. Il y a une difficulté, en effet. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
est-ce que, imaginons que j'ai été chien carlin, imaginons que j'ai été un carlin dans ma vie passée, un chien. Donc, j'étais un chien dans une vie passée. Est-ce que mes agrégats de chiens sont toujours là au cours de ma vie actuelle? Non, Ils ont, non. ils sont détruits. Mhm, Si mon moi était exactement la même chose que ces agrégats-là, j'aurais deux moi complètement distincts. Mon moi de la vie passée et mon moi actuel, qui serait totalement nouveau, qui n'aurait rien à voir avec le moi d'avant. mhm, Puisque les agrégats actuels n'ont rien à voir avec les agrégats d'avant. mhm. Donc, ça veut dire qu'on aurait un mois à chaque instant qui passe, puisqu'à chaque instant qui passe, on a les agrégats qui naissent, qui cessent. Ça ferait des bouches à nourrir. Oui. Le moi a une continuité. Le moi a une continuité. Oui. Sinon, le moi général a une continuité. Ça veut dire que sinon, on ne pourrait pas se souvenir de ce qu'on a pensé il y a une minute ou de ce qu'on a fait il y a une heure. Ou même, on n'aurait pas. Oui, on peut oublier, tout à fait. Moi, j'ai oublié ce que j'ai mangé la semaine dernière à midi. Mais ça ne prouve pas qu'il n'y ait pas eu ça. Donc, le fait de ne pas se souvenir n'est pas une raison suffisante pour dire que ça n'avait pas existé. Ouais. Par exemple, on ne se souvient pas nécessairement d'avoir rêvé cette nuit. Est-ce qu'on n'a pas rêvé pour autant? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le moi ne peut pas être permanent. S'il était permanent, il ne pourrait pas évoluer, se perfectionner. On ne pourrait pas dire, bah, tiens, j'ai grossi, ou tiens, j'ai appris des choses, etc. etc. Ouais. Donc, le fait d'apprendre quelque chose, le fait d'apprendre des compétences, de se développer jusqu'à l'éveil, prouve l'impermanence de la personne. Si la personne était permanente, on serait foutu pour toujours. On serait toujours ignorant, on serait des êtres ordinaires en soi. Même si la permanence n'implique pas l'existence en soi, mais l'existence en soi implique nécessairement la permanence, parce que ça ne dépendrait de rien, pas même de causes et conditions. Hein. Donc la personne doit changer. On évolue au cours d'une vie, et même au cours d'innombrables existences. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut analyser. C'est comment est-ce qu'on comprend le moi qui change, qui est continu, mais qui n'est pas du tout ces agrégats, qui est désigné indépendant de ces agrégats. C'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est très important. Ça, c'est le point focal même de ce raisonnement ici. Ouais. Très bien. Donc, il faut essayer de voir, OK. OK. C'est un moi impersonnel, mais en même temps, il est désigné indépendant des agrégats qui sont discrets, qui ne sont pas du tout les agrégats d'une autre personne. Hein. OK. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a le moi général, le moi qui est continu, sans début, ni fin. C'est-à-dire qu'il a toujours été là. On a toujours été là. On n'est pas nouvellement produit. Ouais. Donc, on a toujours été là. Mais en fait, ce moi-là est nécessairement un continuum, puisqu'il est impermanent. Ouais. Donc, pour être impermanent, chez les personnes handicapées, en tout cas, pour être impermanent, il faut avoir une continuité. Il faut avoir un début, un milieu, une fin. Enfin, il faut avoir des instants constitutifs de ce continuum. OK. Donc, si on prend l'exemple d'une vie humaine, un exemple d'une vie humaine, ça va être assez similaire par rapport à ce que on peut imaginer sur les différentes existences. Nos agrégats de bébés ne sont plus là. Non. Nos agrégats de jeunesse, enfin de jeunesse relative, d'ado, ne sont plus là. J'espère que notre petit prince est toujours là quelque part. J'espère, je le souhaite. Mais en tout cas, on n'a plus les agrégats physiques et psychologiques d'un enfant. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que ces agrégats ont cessé. Mais est-ce que le moi a cessé pour autant? Non, parce que le moi est en dépendance de tous ces instants. Hein. Et ce moi doit changer. Un jour, on était enfant, puis après, on était ado, puis on devient adulte, etc. etc. Ouais. On était embryon, fœtus, on était un balboa, et on était, etc. etc. Ouais. Ouais, ça joue. Oui. Donc, on change, et on n'est jamais la même chose à chaque fois. Et c'est en dépendance de ces choses qui sont les unes des entités différentes des autres, c'est en dépendance de tout cet ensemble qu'on peut imputer le continuum moi. Ouais. Exactement, les graines, tout est simplement imputé pour les personnes handicapées.
On ne peut rien trouver ultimement. On peut trouver quelque chose conventionnellement. Chez les Pasangika, ça suffit. C'est la condition minimale et suffisante pour que quelque chose existe, c'est de le trouver conventionnellement. Ouais. Même la vacuité, elle n'existe que conventionnellement. Coco, oui. Mm. Ouais, ça joue. Ça veut dire Oui, que oui. le moi ne doit pas être un avec les agrégats. Donc déjà, ça c'est un raisonnement. Ça veut dire que les agrégats de la vie passée ont cessé, c'est terminé. Et donc si notre moi était exactement la même chose que les agrégats, notre moi Eh aurait ben cessé. alors, on imagine, j'aime pas avec les agrégats de l'autre vie et nous faire le cours. Alors attends, je reviens oui, vas-y Marie. Je disais qu'on imagine un peu des agrégats de la vie passée et celle d'aujourd'hui nous faire le cours. Ce que ça pourrait être. Oui, ok. Oui, tout Pour à fait. voir que les agrégats ne sont pas le moi. Voilà, exactement, tout à fait. Les agrégats ne sont pas le moi, ça c'est très important. Et Nathalie, tu disais? Alors les agrégats, le contenant et le moi, le contenu. C'est difficile à dire, ouais, c'est difficile à dire parce que justement, c'est l'un des points du raisonnement quintuple, du raisonnement septuple. Ouais. C'est-à-dire que si le moi était dans les agrégats, comme je crois que le texte dit comme du yaourt vegan entre crochets dans une tasse, ou comme un thé dans une tasse, ouais, ou comme un ours dans la forêt, comme disent certains textes, comme un ours dans la forêt, ou comme Devadatta dans sa tente, ouais, dans sa toile de tente. Et donc, c'est compliqué. Ça veut dire que le moi, les agrégats, auraient des entités distinctes. C'est-à-dire que visuellement, on peut distinguer l'ours et la forêt, visuellement. Ouais, ça veut dire que du point de vue de la perception, les deux sont différents. S'ils sont différents du point de vue de la perception, ce sont deux entités distinctes, comme une table et une chaise. Mais est-ce que le moi et les agrégats ont des entités distinctes? Non. Parce que au regard de la perception, ils sont indissociables du point de vue de la perception. Quand on regarde le visage de quelqu'un, on voit quelqu'un. On ne voit pas le visage de quelqu'un là et le quelqu'un en dehors du temple, par exemple. Ou à côté, sauf des fois quand on dit on marche à côté de ses pompes. C'est une licence poétique. Mais en réalité, on n'est jamais séparé de nos agrégats. Si on pouvait être au sein des agrégats, ça veut dire qu'on aurait une entité distincte des agrégats. Et ça, c'est pas possible. Donc, mais il y a quelque chose de similaire. Oui. Alors, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est la conscience et le corps qui se dissocient. Ouais. Alors, on ne peut pas dire que c'est le moi. On peut dire que c'est en dépendance de la conscience qu'on désigne le moi, parce que la personne n'est pas sa conscience. Ouais, si la personne était sa conscience, on ne pourrait pas déterminer le genre de la personne, parce que la conscience n'a pas de genre. Et exactement, s'il n'y avait pas la conscience, il n'y aurait pas la personne. Ça veut dire que la base d'imputation et le phénomène imputé dépendent l'un de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'ils soient l'un l'autre. Ouais. Exactement, ça veut dire que la table dépend de ses molécules, mais les molécules ne sont pas la table. Ouais. Et inversement. Ouais. C'est la conscience qui anime le corps, etc. Exactement, tout à fait. Ouais. OK. Et donc la personne, c'est pour ça, cette notion de entité, même entité, entité différente, ça c'est très important. C'est-à-dire que la personne, on dit que la personne est assise parce que son corps est assis, mais la conscience, est-ce qu'elle est assise? Parce que la conscience est immatérielle. Comment est-ce qu'une conscience peut être assise? Ouais, donc on ne peut pas dire que la personne soit sa conscience, sinon on ne pourrait jamais dire qu'une personne est malade, assise, jeune, etc. etc. Ouais. Ouais. OK. Ça c'est très important. Est-ce que ça joue? Ouais, OK. Mais ça mérite de nombreuses réflexions. Ça mérite de nombreuses réflexions. Là, on est en train de faire comment dire, la représentation, mais ça nécessite, c'est comme les intermittents qui sont payés au moment de la représentation, mais qui bossent tout avant. Et nous, il faut qu'on réfléchisse beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de faire des débats sur la voie médiane. C'est nécessaire. OK. Donc, on est les intermittents de la voie médiane. Ah non, j'ai changé de texte. OK. D'accord. Très bien.
Donc, s'il était autre que les agrégats, ils n'auraient pas leurs caractéristiques. C'est-à-dire que le soi, les agrégats, la personne et les agrégats, s'ils étaient des entités distinctes, comme une table et une chaise, eh ben, ils n'auraient pas les caractéristiques. C'est-à-dire que le corps serait jeune, mais pas la personne. Le corps serait assis, mais pas la personne. L'esprit serait joyeux, mais pas la personne. L'esprit apprendrait quelque chose, mais pas la personne. Ouais, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que la personne et son esprit sont une même entité, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient un. C'est interdépendant. Exactement. C'est-à-dire que dans cette vie, exactement, parce qu'il y a la conscience de cette vie, et on peut dire même chaque instant de conscience est une même entité avec chaque instant du moi. On pourrait dire. Mais aucun n'est l'un l'autre. Bravo, magnifique. OK. Et donc, Alya Nagarjuna, dès qu'on peut l'appliquer à tout, ouais, il dit, on peut l'appliquer au pot, à l'étoffe, etc. C'est-à-dire que cette notion du feu et du combustible, ça, c'est vraiment l'un des chapitres pour moi qui explique beaucoup de choses. Même la dépendance n'existe pas de manière inhérente. Ouais. Même la dépendance n'existe pas de manière inhérente. Parce que pour les autres, oui, pour les autres, la dépendance causale, etc., ça existe de manière inhérente. Mais il y en a qui ont suivi la retraite qu'on avait faite avec Geshe Losel, ouais, sur le chapitre 7 de Alya Nagarjuna. Et là, justement, il parlait de ça. Il disait que la dépendance n'existe pas de manière inhérente. Et c'est la strophe 11 du chapitre 10 qui l'explique de la manière la plus belle qui soit. Ouais. OK, donc ça mérite une étude plus approfondie, mais ce n'est pas très grave. Il faut essayer de voir que le raisonnement quintuple fonctionne sur l'unité et la différence. Ouais. Par exemple, ici, encore une fois, le feu n'est pas le combustible, c'est-à-dire le feu n'est pas un avec le combustible. Ouais. Non. Parce que le feu, c'est ce qui brûle, et le combustible, c'est ce qui est brûlé. Donc, on ne peut pas dire que ce qui brûle et ce qui est brûlé soit la même chose. Ouais. Non. Et le feu n'est pas non plus à un endroit, le combustible ailleurs. Ouais. Ah ben, C'est-à-dire que si pour les tenants de l'existence inhérente, il y avait une dépendance inhérente, il y aurait du feu là où il y a nécessairement du combustible. Et il y aurait du combustible nécessairement là où il y a du feu. Et il y aurait le feu partout, parce qu'il y a du combustible partout. Exactement. C'est-à-dire que le feu, c'est le moi, et le combustible, c'est les agrégats. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir Nathalie sans les agrégats de Nathalie. On ne peut pas avoir les agrégats de Nathalie sans Nathalie. C'est impossible. Ouais, exactement. Il y avait une chanson de Sinatra qui disait ça. C'était que c'était... Non, laisse tomber, c'est complètement débile. OK. 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 Très bien. Donc, oui, oui, pardon. Oui, oui. Oui, exactement. Donc, pour Ionesco, dit Gildas, pour Ionesco, le feu peut prendre feu. Oui. Donc, là aussi, on peut dire que c'est une licence poétique. On est tous des poètes ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui. OK. Donc, si le feu devait prendre feu, ça voudrait dire qu'il est lui-même le combustible. Il est à la fois ce qui est brûlé et ce qui brûle. Et donc, l'agent et l'acte deviennent un. C'est ça qui pose question. Ouais, ça c'est très intéressant. OK. OK, très bien. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. oui. Oui, OK. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est la même chose que la forme et le vide, en fait. Hein. C'est un petit peu la même chose. La forme n'est pas le vide dans le sens où la forme n'est pas une avec la vacuité, mais elle est une même entité avec la vacuité. Ouais. Et la forme n'est pas autre que la vacuité, ça veut dire, pardon, à la fin, dans le Sutra du cœur, il y a dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vacuité n'est pas une avec la forme. Si la vacuité était une avec la forme, bah, dans la vacuité, on trouverait la forme. Alors que là, c'est quand dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, etc. Hein? On pourrait? Oui. Exactement, tout à fait. Tout à fait. On pourrait retrouver. Ah, pardon.
Ok. Ah, entrouvrir, entrevoir. Ah, on trouverait l'existence. On trouverait l'absence d'existence ignorante. Ok, donc on la trouve, mais on ne la trouve pas à l'issue d'une recherche. Exactement. Ouais, bravo. Bravo. Bon, je vais vous séparer, hein, comme à l'école. Ok. Le feu n'est pas le possesseur du combustible. Exactement comme le moi n'est pas le possesseur des agrégats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moi en soi et des agrégats en soi qui seraient des entités Substantiel. distinctes. Exactement, tout à fait. Le combustible ne réside pas dans le feu et le feu ne réside pas dans le Dans le combustible. Ouais. combustible. Donc, les agrégats n'existent pas dans le moi n'existe pas dans les agrégats. Exactement, parce que ce ne sont pas des entités distinctes. Ouais. Ok, bravo. C'est une très belle strophe du chapitre 10, là encore. Ok, on a encore du temps, c'est parfait. Et donc là, on avait vu déjà ça aussi, ouais, le chapitre Oui, 22, la on l'avait strophe vu. Oui, on l'avait vu. que ça En s'indique 7 aussi, on avait vu. apprécie en particulier, exactement. Tout à fait. Ok. Et donc, c'est le raisonnement quintuple. Ouais. A n'est pas 1 avec B. A n'est pas différent en soi de B. Oui, parce que conventionnellement, la personne est différente des agrégats. Sauf que là, on recherche une différence en soi, de son propre côté. Ouais. Et il n'y en a pas. Ok. Donc, puisqu'il n'y a ni unité ni différence en soi, eh ben, le moi n'est pas 1 avec les agrégats, le moi n'est pas séparé des agrégats, le moi n'est pas dans les agrégats ne sont pas dans le moi, et A, le moi, ne possède pas les agrégats. Parce qu'on recherche ultimement, là encore, hein, c'est la stratégie de la Nagarjuna, c'est de vérifier si les choses existent de la façon dont elles nous apparaissent. Puisqu'elles apparaissent comme si elles existaient en soi, on va vérifier. Est-ce que le moi existe en soi? Est-ce que les agrégats existent en soi? Et donc, on ne trouve rien de tout ça. Ouais. C'est-à-dire que, conventionnellement, on peut dire que, là aussi, par rapport à, on peut remettre en question ce que dit Guy Bugeaud à un moment donné, la personne possède ces agrégats, conventionnellement. Le corps, l'esprit sont les parties du tout qu'est la personne, d'une certaine manière. Hein. Oui, ça pourrait, on pourrait dire par exemple, ok, par exemple comme un avec et dans le truc, c'est pas la même chose. Par exemple, l'ours est dans la forêt. Mais c'est pas la même chose de dire que l'ours serait un avec la forêt. L'ours n'est pas un avec la forêt. Hein. Oui, il peut être dans la forêt. Hein. L'ours est dans la forêt. J'espère pour l'ours. J'espère qu'il n'est pas dans un cirque. J'espère qu'il est dans la forêt. En général, les animaux sont dans la forêt. Ouais. Okay. En général. C'est-à-dire que conventionnellement, ça joue. Ouais. Et ça veut dire que là, conventionnellement, ça joue parce que en général, on peut dire que le thé est dans la tasse. Tout va bien. Oui, bien sûr. Mais si on disait le moi est dans les agrégats exactement comme le thé est dans la tasse, là, ça ne jouerait pas parce que ça voudrait dire que le moi serait une entité séparée. Ouais. Et c'est pas possible. Oui. Alors, en effet, c'est... Oui, exactement. Comme le lait et l'eau. Ça veut dire que quand on mélange le lait vegan et l'eau, je fais attention à ce que je dis. Si on prend du lait de coco et qu'on le mélange à de l'eau, comment est-ce qu'on va faire la distinction? Ou un jus de fruits avec de l'eau. Ouais, avec un jus de fruits ou un café rallongé, un café allongé. Comment est-ce qu'on fait la différence entre le café et l'eau? On ne peut pas. Ça veut dire qu'ils sont une même entité. Ça veut dire que du point de vue de la perception, on ne peut pas faire la distinction. Mais du point de vue de la conception, Conception. on peut les distinguer. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas un, puisqu'ils sont différents pour la conception. Ouais. Puisqu'ils ne sont pas différents pour la perception, ils sont une même entité. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et la personne et les agrégats, c'est pareil. Hein, ouais, ok. Bravo. Et le raisonnement septuple, là, c'est intéressant parce que comme on l'a vu, la configuration, hein,
La configuration. Ouais, la configuration et la collection, c'est ça qui est le plus difficile. C'est ça qui est le plus difficile. Oui, parce que c'est saisi, l'ensemble est saisi avec la configuration. Oui, parce qu'en général, on a tendance à accepter que la collection serait l'objet lui-même. Ouais. Ouais. Ça veut dire que cette fameuse montre que vous achetez en tas, comme ça, en kit, vous n'allez pas être d'accord, parce qu'elle est très chère, c'est un truc de collection, je ne sais quoi, ou c'est un truc acheté à Genève. Et donc, ça coûte très cher, etc. Et donc, si on vous vend le sac d'engrenages, vous n'allez pas être d'accord. Par contre, si la personne réassemble les engrenages dans le bon endroit, etc., vous allez être d'accord. Parce que spontanément, on a l'impression que la montre est là, dans la collection. Alors qu'en fait, la collection, c'est la base d'imputation indépendant de laquelle on désigne la montre. C'est la base d'imputation de la montre, ce n'est pas la montre. Ouais. Pour les autres écoles, pour les non-prasanghikas, c'est la montre. Oui. Ouais. C'est là où il y a une différence, il y a un glissement en fait. Hein. Les prasanghikas sont plus subtils, ils vont dire non. Les agrégats, la collection des agrégats, l'ensemble des agrégats, le continuum des agrégats ne sont pas le moi. Ils sont la base d'imputation en dépendance desquelles on impute le moi. Ouais. Oui. Ah, ça joue? Oui, oui. Magnifique. Bravo. Ça, c'est super. C'est super. Et la configuration, alors la configuration formelle, c'est un peu plus simple quand on parle de la personne, parce que la forme de la personne, on sait très bien que ce n'est pas la personne. Ouais. Donc, c'est un peu plus simple pour la personne, mais quand c'est un objet, comme une table ou un char ou un vélo, là, c'est plus compliqué. Ouais. C'est-à-dire que la configuration spéciale, ça veut dire pas simplement le tas d'engrenages, mais l'ensemble d'engrenages dans la bonne configuration, dans le bon assemblage. Et là, ça pose question, parce que, comme on l'a dit, en général, on saisit cela comme étant l'objet. Ouais. Soit on saisit la collection, soit on saisit la collection dans le bon ordre comme étant l'objet. Mais pour les prasanghikas, rien de cela n'est l'objet. C'est en dépendance de ça qu'on applique l'objet. Ok, ça c'est la bibliographie. Est-ce que ça joue? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Ça joue? Oui. 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 Exactement, ça joue aussi parce que raisonnement quintuple et raisonnement septuple se fondent sur l'un et le multiple. Oui. Alors, il serait inutile d'affirmer un soi. Si ici, par exemple, on a le soi des personnes ici, si le moi n'était autre que les agrégats, c'est-à-dire si le moi était un avec les agrégats, ouais, quel intérêt on aura besoin de parler du moi? Donc, on a déjà les agrégats. Pourquoi chercher à rajouter une terminologie en plus? Ouais. Ouais. C'est-à-dire que c'est déjà si le moi était la même chose que les agrégats, quel intérêt parler du moi? Pourquoi se prendre le chou à parler du moi alors qu'on suffit de dire les agrégats et ça suffit? Ouais. Ouais, donc ça, c'est une conséquence. C'est l'une des conséquences à l'absurde en disant que si le moi n'était autre que les agrégats, hein, si le moi était un avec les agrégats. Ouais, et les autres conséquences, c'est quoi? Il y aurait plusieurs soi. Exactement. Et il y aurait plusieurs soi, plusieurs moi. Il y aurait autant de moi qu'il y a d'agrégats. Et si on compte les agrégats en plus, si on divise les agrégats, par exemple, c'est la stratégie des Abhishika, ouais, ils font ça. Ils disent la forme, c'est quoi? C'est quoi, par exemple, l'agrégat des formes? C'est le corps, c'est les molécules, etc. Et donc, on a différentes formes, ouais. On a des formes visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, ouais. Et on a des facultés physiques, auditives, etc., etc. Donc, on a les formes externes et formes internes, ouais. Ok, donc ça fait au moins 10 types de formes. Ça veut dire qu'on aurait 10 personnes, puisqu'on a 10 types de formes. Ouais. Ok. Ensuite, et en plus, on peut encore diviser. On peut dire que les formes visuelles sont distinguées en forme et couleur, en contour et couleur. Il y a 4 couleurs principales, 8 couleurs secondaires. Et il y a 8 contours. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Ça fait 12 et ça fait 20. Donc, on aurait 20 personnes. Plus, ensuite, l'agrégat des sensations, il y en a combien? 3 déjà. Les facteurs mentaux, il y en a 3. Donc, il y a quoi? Il y a Des désagréable sensations. et agréable, exactement.
Et Donc, ça, neutre. c'est en général, mais après, il y a les sensations agréables, désagréables, neutres de la conscience visuelle, de la conscience auditive, etc., et de la conscience mentale. Donc, ça fait 6, 3 fois 6, 18. Ça fait beaucoup. Les identifications, il y en a beaucoup aussi, on identifie beaucoup de choses. Donc, si on avait une personne à chaque occurrence de ces agrégats, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouches à nourrir. Ouais. On sera une famille à nous tout seuls. Ouais. Plus les consciences, il y a les consciences fausses, les consciences valides, les consciences visuelles, auditives, olfactives, les consciences conceptuelles, non conceptuelles, ça fait beaucoup. Oui. Et Nathalie? Oui. Oui. Alors, en effet, il y a beaucoup de choses qui existent sans le moi. Une table existe sans le moi. Et pour un robot ou un ordinateur, on a tendance à lui donner une psychologie ou quelque chose comme ça parce qu'il réfléchit, il analyse. C'est un ordinateur contre lequel on se bat aux échecs, par exemple. Pourquoi pas? On se dire, oh là là, il a triché, ou etc., etc. Oui, tout à fait. Exactement. Bah, c'était une erreur. C'est une erreur de penser que l'intelligence humaine pourrait surpasser ce qu'elle produit. C'est une erreur. Hein. Par exemple, en effet, un être humain a fabriqué cet ordinateur. Ça ne veut pas dire que moi je comprenne cet ordinateur. Il est beaucoup plus intelligent que moi. Donc, ce n'est pas parce que je suis un être humain que je suis supérieur à cet ordinateur. Par contre, la différence, c'est que cet ordinateur n'est pas un moi, n'est pas une personne. Ouais, parce qu'il n'est pas, déjà, il n'est pas vivant et il n'est pas conscient. Ouais. Donc, quand on dit un moi, une personne, un soi conventionnel, un jeu, un individu, ça doit nécessairement être quelqu'un qui possède une conscience. Une conscience, ouais. Ouais. Sinon, on est animiste. Et sinon, quelle différence y aurait-il entre être végétarien et ne pas l'être? C'est-à-dire qu'on tuerait encore plus d'individus en étant végétarien, parce qu'il il faut en récolter des trucs pour manger. Ouais. Et ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les plantes sont vivantes, mais ne sont pas des êtres vivants. Hein. Donc, ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on ne tue personne. Mais malgré tout, on est censé être respectueux de ce qui est quand même notre environnement. Dans le Vinaya en particulier, le Bouddha est très soucieux du respect de l'environnement, en particulier dans le Vinaya. Mais aussi en général, de toute façon, parce que c'est notre environnement, on dépend de cet environnement. C'est même pas notre environnement, on est interreliés. On a tendance à le prendre comme l'environnement extérieur à nous, mais en fait, on est entremêlés, on est interconnectés avec ça. Hein. Donc, c'est pas le terme même environnement est presque même un peu fallacieux. Ok, très bien. Très bien. Est-ce que ça joue? Ensuite, il y avait d'autres conséquences. Les objets, les agents seraient un, par exemple. Ici, on parle des agrégats d'appropriation. Hein. Les agrégats d'appropriation, c'est ce que nous nous approprions. Hein. Et donc, si les agrégats et la personne étaient la même chose, bah, ce qui est approprié et ceux qui s'approprient cela seraient la même chose. Agent et acte seraient la même chose. Ouais. Et ça, c'est pas possible. On a un agent et un acte, une action qui sont nécessairement distincts, au moins conceptuellement, pas nécessairement du point de vue de l'entité, mais qui sont distincts conceptuellement, et qui peuvent même être distincts du point de vue de l'entité. Par exemple, on avait pris l'exemple de Madonna, je crois. Est-ce que Madonna est une chanteuse quand elle fait ses courses à Inter? Je pense qu'elle fait ses courses à Inter, mais... Oui, exactement. Elle continue d'être une chanteuse, d'avoir son identité de chanteuse, même quand elle ne chante pas. Exactement. Ça veut dire qu'en dépendance d'un acte, même si l'acte lui-même n'est pas au moment où la personne est en train de faire cet acte. Ouais. Mais bien sûr, les prasangika vont arriver et vont dire votre dépendance, si elle a une existence inhérente, la personne n'est pas chanteuse quand elle ne chante pas.
Parce qu'il y a une relation inhérente. Et la relation inhérente implique le fait de coexister. Mm. Et donc, ça, c'est ce que adressent les prasangika aux essentialistes comme les Sautrantika, etc., qui disent le caractérisé et la caractéristique ont une relation de dépendance. Et cette dépendance existe de manière inhérente. Pour les prasangika, un dictateur à la retraite est un dictateur, un ancien dictateur. Parce que les prasangika disent que, justement, la base d'imputation et le phénomène imputé n'ont pas une relation inhérente. C'est-à-dire que l'un Non. peut être affirmé a posteriori. Oui. Et Guy Bogo, dit le contraire, dit que c'est les Sautrantika ou les essentialistes qui disent ça. Mais en fait, non, c'est les prasangika qui leur adressent cette vue-là en disant il est tout à fait possible que, par exemple, c'est cet exemple qu'on avait pris du pot qui est en train de survenir. Ouais, vous avez un potier qui est en train de faire un pot en argile. Et donc, quand on lui dit qu'est-ce que tu fais, ben, je suis en train de produire un pot. Mais où est le pot en ce moment? Il est non existant. Comment est-ce que le pot peut effectuer l'action de survenir au moment où il n'existe pas? Comment? Oui, hein? Il est en devenir, exactement. Et donc, ça veut dire qu'on désigne, on anticipe, on fait une anticipation. Ouais. Pour les prasangika, ça joue. Mais pour les sautrantika, ça ne joue pas, parce que pour eux, l'acte et l'agent ont une relation inhérente. S'ils ont une relation inhérente, ils doivent nécessairement coexister. C'est les conséquences qu'on leur adresse. Ouais. Et donc, l'acte et l'action doivent nécessairement coexister. Alors que pour les prasangika, non, ça joue de dire que Madonna, elle est chanteuse même quand elle fait ses courses. Ouais. C'était tout ce qu'il y avait comme conséquence? Les actions accomplies périraient, c'est-à-dire le karma se perdrait. Le karma se perdrait. Ouais. Ça veut dire que si le moi n'était autre que les agrégats, il serait sujet à naissance et destruction. Ça veut dire que les agrégats de la vie passée, c'est terminé. Et donc la personne de la vie passée, terminée. Et la personne actuellement, c'est une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Et donc, le karma se perd. Ouais. Mais ça n'existe pas. Oui, et c'est tout. Exactement, ça veut dire que si on dit, voilà, j'ai un super café, etc., et donc c'est nécessairement la fructification karmique de quelque chose, ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Exactement, ça viendrait, quelqu'un aurait accumulé un karma par le passé, dans une vie passée, et moi, voilà, exactement. Si c'est un bon karma, ça va. Oui, exactement, et ce serait la faute à pas de chance. Ouais. Oui, la mémoire des vies passées du Bouddha ou même d'autres, hein, il y a beaucoup d'enfants qui parlent une langue que personne ne connaît, ou qui parlent une langue qu'ils n'ont pas apprise, ou Mozart, qui savait faire un opéra à 6 ans, etc. Donc, il y a d'autres exemples que le Bouddha. Mais bien sûr, le Bouddha, voilà, après, on peut toujours contester ça en disant oui, mais est-ce que votre Bouddha a vraiment eu des renaissances ou de souvenirs de vie passée, etc. Donc, mais en général, en effet, si on est un terme à la tradition bouddhiste et que les Sautrantika acceptent que le Bouddha est omniscient et que le Bouddha a évoqué les Jataka, les vies passées, donc ils sont obligés d'accepter que le Bouddha a eu des vies passées. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que ça joue? Ouais, ça joue? Ok, bravo, Oui. magnifique. Vous avez encore assuré et on a terminé. Et donc, juste, je voulais rajouter que là, c'est ce que dit sa sainteté, il dit que la vacuité, c'est le début de tout. C'est pour ça que lui, quand il enseigne le Lamrim, il commence toujours par la fin. Il commence par la vacuité. Parce que de la vacuité, on infère tout le reste. Ouais. Oui. C'est-à-dire que sans la vacuité, on ne peut pas comprendre les deux vérités. Et donc, on ne peut pas comprendre les 4 nobles vérités. Et donc, les 3 joyaux. Et donc, on ne peut pas comprendre le renoncement et le refuge et bodhicitta. Comment est-ce qu'on peut réveiller les ailes du sommet de l'ignorance grâce à la vacuité? Donc, tout vient de la vacuité. Donc, c'est pourquoi c'est extrêmement admirable de voir des gens comme vous qui étudiez depuis un certain temps, et c'est extrêmement difficile, vous êtes accrochés, vous avez vraiment assuré, c'est magnifique. C'est la plus belle des offrandes à faire à sa sainteté Dalai Lama. Bien de tous les êtres, bravo, bravo, c'est super, pour moi c'était un honneur et un plaisir de vous aider et d'apprendre aussi grâce à vous. Donc c'était super, merci. Donc, on se Merci beaucoup pour les textes aussi. Prochaine. Merci. Merci à vous, à la Merci, prochaine. merci. Bonnes vacances, salut. Oui. Ciao, ciao.
Salut Rite, salut. Oui, salut, salut, merci. Bientôt. À tout à l'heure. Ah oui, à tout à l'heure. Ben, Ah oui, pour vous. oui, oui, oui.